tous. Bienvenue au Forum des métiers. Aujourd'hui, on va parler d'un thème extrêmement important dans la chaîne du livre qui concerne ce qu'on appelle la cession de droit. Donc, on définira de façon précise en quoi ça consiste. Je suis Elisabeth Sutton, je suis la cofondatrice du site idbooks.com. Je suis également consultante en marketing et en communication pour la chaîne du livre. Et aujourd'hui, nous allons donc parler des cessions de droits. Mais avant cela, je vais faire un petit focus, comme vous le savez sûrement. C'est l'Europe qui est à l'honneur cette année. Et l'Europe à l'honneur parce qu'en Europe, notamment, on a des ponts qui se font entre les différents pays. L'Europe qui parle des langues différentes, où il y a des cultures différentes et aussi des livres aussi divers que variés dans toutes les thématiques. Et pour parler justement de les responsables de cession de droit, il semblait intéressant de faire le lien. Est-ce que c'est pertinent ou pas? On le verra pendant notre débat entre l'Europe et justement le sujet de la cession de droit. Donc, les personnes qui travaillent dans les cessions de droit sont affiliées à une maison d'édition ou à un groupe d'édition. Elles sont en charge de vendre les droits du livre à l'international ou alors d'en acheter pour les faire venir en France et pour que ce dernier soit traduit, vendu partout dans le monde, évidemment, y compris en Europe. La personne qui s'occupe des cessions de droits au niveau de différents formats également. Ça peut être la cession de droit sur le format poche. Ça peut être également des données accessibles pour les personnes handicapées. Ça peut être aussi sur le livre audio. Ça peut être également pour le cinéma et la télévision. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement large. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons trois invités avec nous. Et j'accueille Heidi Warnecke, qui est directrice des cessions de droit chez Grasset. Rebecca Byers, vous travaillez pour plusieurs maisons du groupe Editis. On précisera peut-être lesquelles. Et Judith Becquerio, vous êtes présidente de la commission internationale au SNE et vous êtes à la cession de droit aux éditions de Noël. Donc, on va commencer par un petit tour de table entre vous trois. Comment déjà vous êtes arrivés à exercer votre métier? Quel trajet, quel chemin avez-vous suivi? On peut commencer? Oui. Bonjour. Oui, alors je vais juste préciser, en fait, dans mon travail, je travaille principalement en cession de droit pour l'éditeur Perrin, les éditions Perrin qui fait des livres d'histoire. Et par ailleurs, je vends les droits de poche pour Presse de la Cité, dans le même groupe. J'ai un parcours un peu différent de beaucoup de gens qui arrivent dans les droits parce que j'ai commencé à l'export en fait. J'ai travaillé longtemps. D'abord, j'ai commencé avec un éditeur américain à l'export. Donc, ça veut dire la vente de livres physiques. Et ensuite, j'ai fait ça pour Hachette pendant longtemps. À un moment donné, j'ai réalisé que les livres étaient très, très, très lourds. Non, je rigole en fait, mais c'était un peu ça. Mais c'était aussi parce que je voyais que l'avenir, c'était aussi dans le domaine des droits et la cession de droits. Et j'étais très attirée par l'international, ne serait-ce que par mon expérience à l'export. Et les droits me permettaient aussi d'être présent dans le monde international et de poursuivre cet intérêt avec le livre. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce qui me concerne, les cessions de droit, c'est un peu le hasard, mais un heureux hasard. J'ai une formation de sciences humaines. J'ai effectué un DEA d'histoire à la Sorbonne. Et puis ensuite, j'ai voyagé et habité 2 ans aux États-Unis. À mon retour, un peu par hasard, j'ai trouvé un job dans une maison d'édition et j'aurais jamais imaginé travailler dans l'édition et ça a été une révélation. Et j'ai découvert les droits dont j'ignorais l'existence, les cessions de droits un peu plus tard et ça a été une vraie vocation. Donc j'ai appris sur le tas au fur et à mesure des années des maisons pour lesquelles j'ai travaillé. Parfait. Bonjour, d'abord merci de vous intéresser à nos métiers, c'est super que vous soyez aussi nombreux.
Donc, je dirige le service des sessions de droit chez Grasset depuis bientôt 15 ans, ça fait longtemps. Je pense que ce qui a été déterminant pour moi, c'est le fait d'être étrangère. Je suis allemande, je suis arrivée en France il y a près de 30 ans. Et je ne savais pas vraiment précisément ce que je voulais faire, mais ce que je savais, c'est que je voulais contribuer d'une manière ou d'une autre aux échanges culturels entre les pays. Et peut-être mettre à profit mon expérience personnelle qui est de savoir qu'on est différent culturellement et qu'on a beaucoup de choses en commun aussi. Et donc la question qui s'est posée pour moi, c'est comment est-ce que je peux faire ? Dans un premier temps, après des études de littérature comparée, lettres modernes, littérature allemande et un DESS édition, j'ai commencé en fait en littérature étrangère. Donc c'était plutôt dans le sens des acquisitions. Et j'ai senti quand même au bout de quelques années mes limites qui étaient linguistiques et qui étaient qu'il ne m'était pas possible de retravailler de façon complètement fiable une traduction française, une traduction vers le français et de la corriger de façon optimale. Et donc, travaillant à ce moment-là dans une toute petite maison d'édition qui a fait faillite, et je me suis donc retrouvée au chômage, il a fallu me réinventer et en fait, c'était assez cohérent en fait de passer de l'autre côté et d'imaginer le cheminement inverse, c'est-à-dire de permettre à la littérature française de voyager à travers le monde, voyager aussi en France, essayer de donner aux livres plein de vies différentes possibles, parce que les sessions de droit, c'est ça. Un livre n'a pas qu'une seule vie en librairie au départ, mais il y en a plein qui sont possibles, idéalement, à travers la traduction, l'adaptation au cinéma, le poche, le club, le livre audio, la BD, etc. Voilà. Alors justement, en introduction, je faisais le pont avec l'Europe. Quand on parle de session de droit, est-ce que la dimension européenne doit être importante ou pas ? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu justement donc, de la dimension européenne ? On en parlait juste avant d'ouvrir la conférence et déjà on ouvrait le débat. Ou est-ce que c'est beaucoup plus loin que les frontières de l'Europe ? Effectivement, en fait, jusqu'à, je dirais, il y a 4 ou 5 ans, nos partenaires principaux étaient les pays européens. Ça changeait d'une année à l'autre, mais en général, c'était entre l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Et puis, depuis peut-être 4 ou 5 ans, la destination principale des droits français, c'est la Chine. Donc, c'est intéressant de voir ça. Mais c'est sûr, juste derrière, il y a les pays européens. L'Italie, l'Allemagne, avec pour la langue espagnole, c'est l'Amérique latine maintenant qui est probablement la destination plus importante que le pays de l'Espagne aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun avec les autres pays européens. Nos marchés fonctionnent plus ou moins de la même façon, mais on a aussi nos différences. Donc c'est là où ce que disait Heidi, et c'est tout à fait ça. En fait, c'est comme ça qu'on peut faire connaître notre production dans ces pays, et je pense qu'ils sont assez ouverts à ça, peut-être plus que dans d'autres régions du monde. Oui, je voudrais juste ajouter que l'Europe, et bien évidemment, les pays européens sont nos partenaires naturels, nos plus proches voisins. Culturellement, on est aussi assez proches et on a la chance aussi en France d'avoir une littérature et une pensée très dynamique et vivace. Je pense que nos voisins européens sont très attentifs à par exemple, à nos rentrées littéraires où on a des auteurs qui sont des stars en Europe comme Michel Houellebecq et d'autres. Et je pense qu'on bénéficie, la littérature et la pensée française bénéficient aussi d'un prestige important en Europe. Très bien. Alors, pas grand-chose à rajouter, mais 2-3 petits points quand même. D'abord, il y a la proximité géographique, ce qui fait que nos partenaires européens, on les voit assez souvent. C'est pas seulement dans les foires qu'on se rencontre, mais il y a beaucoup d'éditeurs allemands, italiens, espagnols qui se déplacent à Paris, qui viennent nous voir dans les bureaux. Et ça, évidemment, ça nous aide énormément parce qu'il y a un échange de visu qui, je crois, est plus productif que les seuls échanges par email, évidemment. Par ailleurs, et ça c'est juste un tout petit détail en plus, mais ça a déjà été plus ou moins dit par mes deux consoeurs, nous avons la chance en Europe, effectivement, de partager une sorte de fonds culturel en commun,
Nous sommes des pays démocratiques. Il y a certaines valeurs que nous partageons. Et ça, pour les échanges de droits, ça nous aide. Quand on voyage plus loin, il y a des questions de censure, par exemple, qui peuvent se poser pour un certain nombre d'ouvrages d'ordre politique, religieux, des romans qui abordent certaines thématiques qui sont plus compliquées, par exemple, à aborder en Chine, même si la Chine aujourd'hui est le plus grand acheteur de littérature, enfin, d'ouvrages de droit français. Mais voilà, quand même, en Europe, ces questions de censure, par exemple, ne se posent pas parce que, voilà, il y a quand même... Nous sommes des démocraties, heureusement, et j'espère que nous le resterons longtemps. Et ça aide, nous, pour vendre les auteurs qui représentent notre pensée française et européenne. Alors justement, je rebondis, c'est une question qui est intéressante. Vous avez, quand vous parlez de censure, ça veut dire qu'il y a certains livres qui sont refusés, même si l'auteur est plutôt adulé dans le pays concerné, ou alors on a des compromis avec des coupes dans le livre. Comment ça se passe? Parce que vous entrez, vous avez vraiment un rôle très très important à jouer dans ces cas-là. Alors, dans un pays comme la Chine où la censure se pratique vraiment, alors c'est des questions un peu techniques. En Chine, un éditeur chinois qui veut publier un livre doit demander à l'État un numéro ISBN. Si vous regardez un livre, sur chaque livre, vous avez un numéro ISBN qui permet de l'identifier. Un éditeur chinois doit le demander à l'État pour chaque livre. Et donc, sachant qu'il y a des problématiques de censure qui se posent, le risque de l'autocensure est très fort. Donc, les éditeurs chinois vont hésiter parfois beaucoup avant de faire cette démarche et avant de prendre le risque de s'attirer les foudres sur un sujet qui peut être jugé un peu problématique. Donc, un éditeur chinois qui fait des coupes dans le livre, c'est fort possible. Nous sommes malheureusement rarement en mesure de le vérifier. Mais je pense qu'il est tout à fait envisageable que beaucoup des traductions vers le chinois comportent des coupures. Peut-être qu'un jour, nous aurons la chance de le voir vraiment concrètement partout. Après, sur un ouvrage avec une thématique qui est sensible, je ne pense pas que ça se passera comme ça. L'éditeur prendra plutôt le choix de ne pas le publier du tout. Judith, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet? Rien de particulier à ajouter. Tout a été dit par Heidi. Et c'est vrai je représente les droits de la Maison de Noël qui a en particulier une collection de romans graphiques qui sont souvent qui ont des sujets très politiques ou qui peuvent aborder des sujets un peu violents ou sexuels ou les sujets de l'homosexualité. Et tout de suite, on se heurte à une censure, notamment en Chine, mais pas que. Rebecca? Ah oui, tout à fait, c'est absolument ça. Et j'étais présente à la foire de Pékin il y a quelques années. Et il y a des gens du ministère qui sont venus sur le stand de nous demander d'enlever des livres qui étaient en exposition sur le stand. Qui étaient présentés sur le stand. Oui, tout à fait. Ouais, donc c'est vrai que mais ça fluctue un petit peu. Il y a peut-être 3 ou 4 ans, c'était pas tellement le cas. Il y a quand même une certaine fluctuation politique dans le pays. Donc c'est vrai mais c'est sûr que c'est un phénomène qui existe et ça existe aussi ailleurs. D'accord. Alors, on va parler des cessions de droits. Est-ce qu'on négocie de la même manière les droits pour une BD, un roman, une biographie? Est-ce que c'est le même fonctionnement ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses particulières à adopter? C'est un tout petit peu technique, en fait, la différence. Je crois qu'on vend de la même manière un roman graphique, un roman, un essai. On est tout simplement passeur du contenu en essayant de trouver le meilleur partenaire possible dans le pays étranger qui puisse le traduire correctement et le promouvoir de la meilleure manière dans le respect de l'œuvre. Simplement, les petites différences techniques sont que quand vous cédez un titre de littérature ou de sciences humaines, vous faites une cession de droit, en général, avec un contrat type de cession de droit. Quand vous cédez un livre illustré, notamment une BD ou un roman graphique, vous cédez également le fichier haute définition de l'ouvrage. Donc, il y a une petite partie de fabrication en plus de la cession de droit. D'accord. Oui, je dirais que les plus grandes différences, c'est probablement avec des livres vraiment illustrés. Et là, en fait, il y a
personnes ici qui vraiment travaillent dans ce domaine, quelque part, c'est vraiment différent parce que là, on peut être vraiment impliqué dans des questions de coproduction et de fabrication. Et là, il y a une vraie différence parce que des fois, ces éditeurs vont fabriquer pour un éditeur étranger et il y a un suivi de fabrication, il y a une vente de la fabrication même. Mais sinon, effectivement, il peut y avoir une vente de fichiers numériques en fait pour que l'éditeur puisse intervenir sur le texte, mais sinon effectivement toutes les différentes formes ce qu'on appelle en noir se ressemblent vraiment et je suis d'accord avec Judith, c'est l'intérêt du contenu qui compte en fait dans la vente. Heidi? Alors, encore une fois, je partage très largement ce que mes consoeurs ont dit, mais je rajouterais peut-être une petite chose, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on vend? Qu'est-ce que c'est que l'acte de vendre? Alors, je dirais, l'acte de vendre, c'est de créer du désir. C'est ça, quand on vend. Et notre job, c'est de créer du désir. Alors, on ne crée pas de la même manière du désir pour un roman que pour un ouvrage universitaire, par exemple. Un ouvrage universitaire, la session de droit se déroulera dans un circuit où on est souvent dans... Le nombre d'interlocuteurs est plus restreint. On sait qu'on va avoir besoin d'aide d'État ou de subventions diverses et variées qui vont permettre au livre d'être traduit, parce que faire traduire un livre, ça coûte très cher. Donc pour les textes académiques, on s'appuie par exemple sur les aides du Centre national du livre qui va donner une aide à la traduction. Lorsqu'à l'inverse, on vend un roman, un document grand public, là, on devient un peu des poker face et on essaye de créer du désir et de mettre en concurrence les gens, de créer un buzz, vraiment de trouver tous les arguments qui sont littéraires mais qui vont au-delà, qui sont des arguments d'ordre commercial, de mettre en concurrence les interlocuteurs, enfin vraiment de créer du désir, créer de la demande pour vendre non seulement au meilleur endroit, mais de vendre aussi aux meilleures conditions. Donc je dirais la petite nuance, c'est peut-être celle-là que je voudrais apporter. Non, je suis complètement d'accord avec Heidi. Et moi, comme moi, je vends des livres d'histoire et c'est beaucoup plus proche de l'université avec des auteurs universitaires. On doit aussi créer le désir, en fait, surtout auprès de beaucoup surtout par exemple avec des éditeurs anglophones. Et en fait, là, on peut faire intervenir, on est plutôt dans un travail de faire intervenir un soutien de la part d'autres historiens de différents pays pour faire pousser des éditeurs étrangers à traduire le livre. Voilà. Parfait. Alors justement, on a pas mal de jeunes dans la salle et pour le forum des métiers, il y a peut-être des jeunes filles ou des jeunes hommes qui se destineraient et qui sont en tous les cas intrigués par ce métier qui est quand même un métier assez stratégique, hein, même très stratégique au sein d'une maison ou d'un groupe d'édition. Est-ce qu'il existe des écoles qui forment à vos métiers ou pas du tout? Et qu'est-ce que vous préconisez justement? Alors, pour commencer à répondre, il existe à ma connaissance, plusieurs DESS des métiers de l'édition qui proposent une spécialisation en Master 2, si je ne me trompe pas, sur la session de droit. C'est assez nouveau, ça a quelques années, jusqu'à il y a, je pense, 5-7 ans, les formations n'existaient pas, les formations premières n'existaient pas, la formation continue existe, mais... Donc ça existe aujourd'hui, notamment à Villetaneuse, mais il y a d'autres universités, je crois, qui proposent ce DESS. Après, je crois qu'une formation généraliste, c'est pas inutile. Un peu de culture générale, l'histoire de la littérature, un petit background juridique sur la propriété littéraire, c'est pas mal aussi. Voilà. Oui, moi j'ai même entendu que malheureusement dans certains programmes généraux, ils ont enlevé les cours de session de droit récemment. Mais non, en fait, je pense que franchement, et traditionnellement, c'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le tas. En fait, ça, je pense que depuis longtemps, ça a été le cas.
c'est vrai que c'est très important d'avoir suivi une certaine formation en propriété littéraire et de connaître le droit d'auteur. Mais franchement, je pense que la meilleure formation, c'est d'essayer d'avoir un stage ou de travailler vraiment dans un service de droit. Je pense que c'est là où on apprend le plus et je pense que c'est le plus efficace. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et puis surtout, parler anglais couramment, évidemment. Et si possible, une autre langue, c'est mieux. Oui. Tout à fait. Donc, excellente formation générale, je pense que c'est important. Conditions linguistiques, le fait d'avoir voyagé, de s'être... En fait, quand on veut vendre les droits à d'autres pays, il faut savoir comment ça marche un peu dans d'autres pays et avoir conscience aussi qu'est-ce qui est typiquement français et qu'est-ce qui peut être typiquement français dans le sens où très local et donc trop local pour voyager, et qu'est-ce qui est suffisamment français avec une touche de particularité, mais suffisamment universelle par ailleurs pour intéresser. Donc je pense que cette sensibilité-là, elle ne s'acquiert pas si on est resté en France toute sa vie. Il faut voyager, il faut s'ouvrir, il faut s'intéresser aux autres, et puis par ailleurs disposer d'une solide formation. J'ai quant à moi l'impression que quand même la dimension juridique devient de plus en plus important, et parce que donc forcément dans nos contrats, dans nos services, on signe des contrats, et ces contrats ils engagent la responsabilité de la société. Donc il faut quand même savoir les lire et ne pas avoir peur d'y mettre la main, de renégocier, de savoir répondre, de ne pas toujours céder à ce que les autres nous demandent, parce que les éditeurs à l'étranger, ils veulent souvent remodifier plein de choses dans nos contrats. Et il faut comprendre les risques que ça comporte. Donc la dimension juridique, à mon sens, à ne pas sous-estimer. Et après, faire des stages. Alors je sais, c'est pas facile. On n'a pas de salaire. Paris, c'est cher. Mais s'il y a le moyen de le faire, multiplier les stages et rencontrer des gens. Donc pour résumer, une bonne dose de culture générale, parler au moins une langue supplémentaire en plus du français. Et troisièmement, avoir quand même quelques notions de juridique sans pour autant être un étudiant en droit, parce qu'on peut confondre parfois session de droit, on peut se dire ce sont des juristes, mais en fait pas du tout. Donc, mais malgré tout, il faut une certaine dose de connaissances, notamment sur la négociation des contrats, comme vous le disiez, la façon de les lire, de les comprendre, et éventuellement les règles fondamentales de la propriété littéraire et artistique, tout simplement. Tout à fait, oui. Mais je pense que c'est une des choses qui rend ce métier formidable, parce qu'en fait, ça demande trois types de compétences, on va dire, et ça correspond à ce qu'on fait. En fait, d'une part, il faut vraiment de curiosité intellectuelle, parce qu'il faut lire les livres, il faut s'intéresser, parce que vous allez en parler. Donc, il y a ce côté-là. Il y a ensuite le sens commercial, un sens relationnel. Comme Heidi a bien dit, en fait, on vend surtout. On est en train de vendre, donc il faut vraiment être à l'écoute de l'autre, il faut savoir négocier, et ensuite il faut avoir un sens de rigueur et de détail sur le plan juridique, de pouvoir lire un contrat, de le comprendre, de connaître bien effectivement le droit d'auteur. Mais le résultat de tout ça, c'est que c'est très varié comme travail, donc c'est très sympathique. En fait, on passe de ces différents domaines, et je pense que c'est cette richesse qui attire beaucoup les gens, en plus de l'international, en fait, à ce métier. Et puis je rajoute que c'est quand on a un beau succès à l'international, par exemple, c'est extrêmement gratifiant d'avoir été l'outil ou un des outils de la promotion internationale d'une œuvre et de la notoriété internationale d'un auteur quand même. Il faut dire que c'est très gratifiant. C'est sûr. Et vous, globalement, sur une année, vous négociez combien de livres, si je peux dire, si je peux le dire. On raisonne plutôt en nombre de contrats. En nombre de contrats, alors à peu près, chacune d'entre vous. Plusieurs dizaines, des centaines. Ça peut donc atteindre une centaine de livres par an. Tout à fait. D'entre vous, ouais. Oui, moi dans mon alors le service des sessions de droit chez Grasset s'occupe de toutes les sessions. Donc c'est non seulement les sessions étrangères, il y a le ciné, l'audiovisuel, cinéma, télévision, théâtre, poche, club, adaptation BD, etc. Donc nous on est à plusieurs centaines de contrats dans l'année. Mais avec une équipe, j'ai 4 formidables collaborateurs avec moi. Donc
Heureusement, il faut louer leur contribution qui est énorme. Oui, donc c'est quand même un travail très intense. Enfin, c'est en fonction des rentrées littéraires, des publications des éditeurs, etc. Pas seulement des nouveautés, du fond. Il y a on le travaille fond de catalogue beaucoup le aussi. fond de nos maisons, donc on s'occupe à la fois des nouveautés et du fond. Donc, un travail de très longue haleine, hein, aussi divers que varié, mais quand même de longue haleine. Alors, vous évoquiez rapidement les 3 qualités principales qu'on doit avoir pour ce genre de métier. Vous nous les avez exprimées, j'aimerais avoir vos avis à toutes les deux. Quelles sont les 3 qualités principales pour exercer de façon, on va dire, sereine ce métier? Alors, entre nous, pour plaisanter, on s'appelle Shiva quand on s'occupe des sessions de droit. C'est-à-dire il faut qu'on ait plusieurs bras pour s'occuper de tout en même temps. Comme j'ai dit, des nouveautés et du fond. De vendre les livres tout en vérifiant quel type de droit on dispose, de quel type de droit on est autorisé à céder, puis négocier les contrats, puis facturer les contrats, puis vérifier que les paiements sont bien rentrés, par exemple, qu'on reçoit bien, que le livre dont on a cédé la traduction dans un pays étranger paraît bien dans le délai autorisé, qu'on reçoit bien les justificatifs qui sont transmis aux auteurs. Donc voilà, on a une multitude de tâches. Donc je crois que les qualités principales, il me semble, des sessionnaires de droit, c'est la capacité à faire plusieurs choses en même temps et de savoir où sont les priorités. Alors, priorités qui doivent être réadaptées tous les jours, hein, parce qu'on est un peu opportuniste aussi dans ce qu'on fait, et dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui bouge quelque part, la priorité peut bouger. Alors, j'aime bien l'image de Shiva. Je voudrais peut-être rajouter de Jekyll and Hyde, où je pense qu'on est un peu névrosé au fond, parce que ce qu'on nous demande de faire est très contradictoire. C'est à la fois d'être dans la séduction, création de désir, l'écoute, quelque chose où on donne beaucoup de temps à l'autre, et en même temps une précision. On est des maniaques aussi, et on est obligé de l'être, parce que les responsabilités qu'on engage sont trop importantes. Et encore une fois, lorsqu'on signe un contrat et qu'on s'engage à quelque chose qui n'est pas tenu, les conséquences peuvent être extrêmement lourdes pour la maison d'édition. Donc il y a ce côté un peu contradictoire, je dirais, un peu schizophrénique. Et donc il faut de la résistance mentale et physique, parce que c'est assez prenant, en fait. Rebecca, vous Oui, vouliez tout à fait. En fait, je rejoins dans la continuité de ce que disait Heidi aussi. Et c'est par rapport à la Jekyll and Hyde. En fait, c'est vrai une fois qu'on est séduit, ensuite, il faut qu'on négocie les contrats. Et là, on n'est pas toujours ami avec l'éditeur qu'on a en face. En fait, on a besoin aussi d'être exigeant pour notre maison. Donc, on est vraiment aussi dans le travail des négociations sur des choses qui sont quand même assez détaillées. Et c'est là où il faut connaître aussi le droit un petit peu. Juste une précision. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'autres services dans une maison d'édition où on demande des talents aussi divers et variés. Par exemple, lorsqu'on commence à négocier, c'est rarement avec l'éditeur que nous avons séduit, mais donc à l'inverse, à l'achat, très souvent, on a affaire avec des services juridiques. Donc ces compétences, donc un éditeur, on ne demande pas toujours d'être juriste, mais on lui demande d'être bon éditeur. Là où on nous demande d'être très bonne lectrice, savoir parler en français, en anglais, éventuellement dans d'autres langues, de façon extrêmement efficace d'un texte. Ensuite, d'être très, très bon dans la dimension commerciale, et puis finalement de savoir rentrer dans les bras de fer juridiques et faire en sorte à ce que le contrat soit sûr pour la maison d'édition. Et puis après, il y a le suivi, et puis il faut savoir avec les auteurs aussi, il faut calmer les inquiétudes, parce qu'il y a de l'inquiétude partout. Les éditeurs qui ont publié un livre, il faut les rassurer, les auteurs, il faut les rassurer, les services financiers, il faut les rassurer, parce que nous sommes là aussi pour réaliser un budget. On n'a pas tellement parlé de la dimension financière, mais aujourd'hui, elle est quand même extrêmement présente dans notre activité.
on est là pour satisfaire le désir de l'auteur d'être lu dans le monde entier, mais on est là aussi pour assurer des rentrées d'argent supplémentaires, parce que le seul marché du livre en France, il a plutôt tendance à devenir plus étroit pour la plupart des titres. Il y a évidemment les immenses best-sellers, c'est différent. Mais donc, nous sommes là aussi pour compenser les pertes qu'il peut y avoir sur le segment librairie. Et voilà, donc on a beaucoup d'inquiétudes autour de nous. Il faut être rassurant et efficace et rentrer du résultat. Et juste pour ajouter à ça, ce qui est très très bien, c'est qu'en fait, c'est un des secteurs de l'édition qui se porte très très bien. On a été à plus 8% entre 2016 et 2017, et ça c'était en continuité avec d'autres années précédentes. Et on représente, on pense, alors on ne connaît pas tout à fait la valorisation, mais c'est à peu près entre 4 et 6% du chiffre d'affaires des maisons d'édition importantes. Donc, bon. À rapporter aux chiffres de l'édition en général en France, qui est plutôt à 0 ou moins 5%. Hein. Donc d'avoir ce pourcentage positif en termes de nombre de contrats de cession de droit, c'est tout à fait notable. On est à peu près à 12 000 contrats de cession en France l'année dernière. Donc c'est énorme. De cession de titres français vers l'étranger, toutes maisons d'édition françaises confondues. Oui, en fait, les chiffres que je viens de donner, en fait, on parle là uniquement de cessions à l'étranger. On n'inclut pas les cessions. On parle des cessions à l'international. En France. Oui, voilà. Ok. Alors justement, sur ces cessions de droit, est-ce que l'arrivée des autres supports de lecture, à savoir le livre numérique, le livre audio, est-ce que ça a changé un peu vos manières de travailler ? De quelle manière ça change en fait ? Parce que ça a forcément eu un impact, c'est-à-dire qu'on négocie les droits sur le livre papier, mais peut-être qu'on négocie pas de la même façon sur le livre numérique ou sur le livre audio. Alors juste une précision, en fait, le livre numérique pour nous n'est pas une cession. Pour les maisons d'édition, ça relève de la diffusion, en fait, le livre numérique. Alors, on les cède à un éditeur étranger en même temps que les droits papier, mais au fond, c'est pas très différent Alors, ce sont d'autres paramètres, bien sûr, et un autre type de négociation et de conditions, mais au fond, ça n'a pas changé fondamentalement notre manière de travailler. En revanche, le livre audio et son expansion très importante ces derniers temps, pour nous, est un potentiel de développement très important. Alors j'ai l'impression que le fait de regrouper les différents droits papier, droit numérique, droit audio, c'est plutôt une démarche un peu volontariste que nous avons ici en France. Je ne suis pas certaine que ce soit pareil dans les pays anglo-saxons, par exemple, où les droits sont souvent cédés par des agents et où je crois avoir entendu parler de démarches où certains agents pourraient tenter de céder séparément les droits numériques ou, alors peut-être de fortiori aujourd'hui, les droits audio, parce que c'est vraiment un marché qui est en train d'exploser. Et donc, j'ai l'impression que nous, c'est plutôt, ça émane d'une volonté puisque entre éditeurs, on raisonne en éditeur. Nous savons que nous, lorsque nous achetons les droits, c'est plutôt mieux pour nous d'avoir tous les droits et de pouvoir gérer le lancement de notre livre, que ce soit sur un support papier, sur un support audio ou sur un support numérique. Lorsque ces droits-là sont dispatchés, organiser un lancement est beaucoup plus compliqué. Après, il y a des territoires où c'est peut-être plus agressif, où les droits audio ou les droits numériques étaient moins développés. Donc à ce moment-là, ça peut être un peu différent aussi. Mais voilà, je pense que pour l'instant, c'est une volonté vraiment d'essayer de garder des choses groupées. Oui, Rebecca, juste... Oui, malheureusement, je dois vous quitter parce que j'ai un rendez-vous par ailleurs. Mais non, je vais juste ajouter, effectivement, et là, c'est une grande question, la différence de comment les droits d'auteur sont gérés sur d'autres marchés, principalement anglo-saxons, qui sont très, très différents de la façon que ça se passe en France et ailleurs. Mais je dirais que les développements numériques et surtout audio maintenant, c'est plus dans la continuité de ce que nous faisions. C'est d'autres
c'est d'autres formes en fait qui prennent. Et je dirais pas que ça, comme je suis d'accord avec Judith, ça n'a pas changé fondamentalement notre façon de travailler en tout cas. Merci beaucoup de votre attention. Je suis vraiment désolée de couper là, mais oui, je Rebecca suis va nous quitter, mais on deux continue grandes avec, expertes ici à côté. Donc. On continue notre déroulé sur les sessions de droit avec nos deux autres invités, mais allez-y. Juste sur, oui. Effectivement, fondamentalement, notre façon de travailler n'est pas changée par les droits numériques ou les droits audio. Après, c'est des détails juridiques auxquelles nous essayons d'être extrêmement vigilantes. Le système, en gros, quand on négocie un contrat, et ça c'est ce que prévoit le Code de la propriété intellectuelle en France, c'est qu'il faut prévoir pour l'auteur une rémunération proportionnelle sur chaque exemplaire vendu. Sur le livre papier, ça ne pose pas de problème parce que c'est le modèle qui prévaut. Bon. Après, ça pose des problèmes, notamment pour le livre audio, où aujourd'hui les éditeurs audio, dans beaucoup de pays, en France aussi, mais c'est encore un peu différent en France, proposent un modèle économique différent, qui est celui de l'abonnement. Donc, où vous payez une certaine somme et vous avez accès à tout un catalogue. Et voilà. Alors, pour nous, lorsque nous négocions les contrats, c'est ce qui s'appelle le subscription model. C'est assez compliqué parce que nous ne pouvons plus faire valoir ce droit français qui est une rémunération proportionnelle pour chaque exemplaire vendu. Alors, je sais qu'il y a des éditeurs qui sont très vigilants là-dessus, que d'autres ont un peu abandonné le combat et se disent, comme aujourd'hui, je ne peux plus céder les droits de traduction d'un livre sans inclure les droits audio, et que dans certains territoires, il n'y a qu'un seul interlocuteur audio qui est Audible et qui impose un modèle avec le subscription, donc l'abonnement. La question qui se pose, c'est est-ce que je mets en danger ma cession ? Puisque si je refuse ce subscription model, je ne peux plus avoir les droits audio et je ne peux plus avoir mon contrat étranger. C'est un point sur lequel les choses se posent de façon un peu délicate pour nous aujourd'hui. Et sur lesquels il va falloir vraiment avancer parce que définir une politique à un moment donné. Absolument, parce que je rajouterais juste que l'une de nos missions fondamentales, c'est de garantir une rémunération correcte tout à fait. aux auteurs, qui n'est pas forcément garantie dans le cas des modèles d'abonnement. Oui. Très aléatoire. On n'a pas parlé de cinéma. Un petit mot peut-être sur les sessions de droit au niveau du cinéma. Ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui nous écoutent. Alors souvent, hormis dans les grands groupes d'édition, la personne en charge des sessions de droit internationales s'occupe également des droits audiovisuels et du spectacle vivant, ce qui rend ce métier encore plus enrichissant et intéressant. Ça a beaucoup évolué ces dernières années, je dois dire, sur ce plan-là, avec l'arrivée des plateformes, type Netflix, où on ressent vraiment également, comme pour le livre audio, même plus, je dirais, un potentiel de développement majeur, puisque ces plateformes sont à la recherche de ce qu'ils appellent la propriété intellectuelle, c'est-à-dire des histoires. Et nous, éditeurs, on est pourvoyeurs d'histoires, et donc on a plein de choses à leur proposer. Donc c'est très intéressant, et ça se situe plutôt au niveau des séries télévisées. Le développement, le cinéma, c'est toujours très prestigieux, bien sûr. On essaye et on arrive souvent à vendre des droits au cinéma, mais l'axe de développement actuel se situe plutôt du côté des séries télévisées. Je vais vous demander de vous confier un tout petit peu. Quel est, dans l'expérience professionnelle que vous avez donc depuis quelques années, quel est votre meilleur souvenir professionnel et peut-être votre pire cauchemar? C'est compliqué à répondre comme ça. Je pense que le meilleur souvenir, pour moi, c'est un ensemble. C'est des rencontres. C'est des rencontres extraordinaires, comme ça peut être des rencontres cauchemardesques aussi. Des rencontres avec des auteurs parfois formidables, surtout les rencontres avec des livres. La plus belle expérience, en fait, c'est d'avoir un coup de cœur absolument immense pour un livre qu'on publie et de se dire qu'est-ce que je peux apporter à ce livre, qu'est-ce que je peux faire pour faire partager ce coup de cœur. Et
et pour créer une rumeur autour d'un livre, parfois au moment où le livre n'est pas encore paru en librairie et où il n'y a que le texte et notre parole. Il n'y a pas encore de liste des meilleures ventes, il n'y a pas encore de critique, mais il y a ce désir que nous arrivons à créer autour d'un texte et à faire partager. Et ça, c'est vraiment génial. Ce qui est génial, c'est de rencontrer des éditeurs étrangers pleins de passion qui mettent toute leur personnalité merveilleuse dans ce qu'ils font. Et ça, parfois, c'est absolument merveilleux. Et puis, c'est aussi de voir l'aboutissement de notre travail quand on a une étagère qui est toute pleine de toutes les éditions étrangères d'un livre qui existe. C'est quand on a une affiche de cinéma qui est accrochée au mur en face de vous, que vous pouvez regarder tous les jours en disant « J'ai œuvré pendant des mois et des mois pour rendre ceci possible parce que ce sont des négociations qui prennent plusieurs mois. » Et ben voilà, ça s'est concrétisé alors qu'il n'y a que des obstacles de tous les côtés à surmonter. Et ben voilà, quand ce résultat est là et à la hauteur, c'est la plus belle de toutes les récompenses. Judith, votre meilleur souvenir Et les pires. et les pires. Non, les mauvais, c'est quand on croit beaucoup à une œuvre, un roman, un essai et qu'on n'y arrive pas. Ça marche pas. Ouais. C'est très frustrant et très, très accablant. Mais voilà, aussi, juste pour l'anecdote, un mauvais souvenir aussi. Je me trouvais à la foire de New Delhi l'année dernière et j'arrive dans cette immense foire et j'avais rendez-vous avec un éditeur. J'étais un petit peu en retard. Et en fait, tous les stands le nom des éditeurs était inscrit en caractère hindi. Et donc, j'ai compris qu'il me serait impossible de retrouver l'éditeur en question. Enfin, j'ai fini par le retrouver ensuite. Enfin, voilà, on se retrouve parfois dans des situations un peu cocasses. Un peu cocasses à l'étranger. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film Lost in Translation. Eh bien, quand vous faites quand vous travaillez dans les sessions de droit et que vous vous trouvez dans une foire où toutes les demi-heures, vous allez avoir des éditeurs de toutes les nationalités qui arrivent et qui parfois ne parlent, la plupart du temps ne parlent pas français, mais parfois ne parlent pas vraiment anglais. Très mal anglais. Très mal anglais. Et alors pour moi, une expérience vraiment marrante, c'est, alors je ne cible personne en particulier, mais il se fait que c'était des éditeurs japonais, ils sont venus à 5. Et je ne savais pas très bien qui était qui, mais il y en avait un qui traduisait et les autres qui écoutaient, mais surtout la traduction dans la longueur ne correspondait absolument jamais à ce que je disais. Donc quand je disais une phrase courte, ça durait 5 minutes. Quand je parlais pendant 5 minutes, ça durait 45 secondes. Donc le sentiment d'être lost in translation était extrêmement concret à ce moment-là. Et du côté des très bons souvenirs, moi je dois dire que ce que j'ai trouvé récemment le plus satisfaisant dans l'exercice de mon métier, c'est à la fois, il y a 2 ans, de vendre dans 25 pays un livre très grand public, très mignon, très feel good, qui s'appelle La fille qui lisait dans le métro. Et quand on vend les droits dans 25 pays, on est vraiment très content et l'auteur est absolument enchanté. Et par exemple, d'avoir réussi parallèlement à faire réintéresser les éditeurs étrangers à l'œuvre de Georges Perec, qui n'est pas facile à traduire, mais dont on obtient les premières traductions dans les pays scandinaves ces derniers temps. Et c'est une très belle gratification pour nos métiers. Alors, la dernière question, et puis on passera la parole aux personnes qui sont dans la salle s'il y a des interrogations. Quelles sont les perspectives métiers de votre côté? Est-ce qu'il y a des chamboulements qui se préparent? Et quel conseil vous donneriez à un jeune qui voudrait se lancer finalement dans votre métier? Je pense que c'est une question difficile, on se la pose tous les jours nous-mêmes. C'est comment ça va évoluer. Je pense que, alors, une tendance, c'est que les sessions de droit se professionnalisent. Pour l'instant, en France, on a réussi à les maintenir à l'intérieur des maisons d'édition, enfin, en majorité. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur des maisons des services dédiés qui font ça. Ça n'est pas le cas dans d'autres pays. Dans les pays anglo-saxons, vous avez des agents qui représentent les auteurs et qui peuvent souvent conserver, par exemple, les droits étrangers ou céder les droits papier du livre dans le pays à l'éditeur, mais céder les droits de traduction
à un autre agent qui va être chargé de ça. Donc ça, c'est une question qui va se poser en France aussi. C'est est-ce que nous réussirons à maintenir ces droits à l'intérieur de la maison d'édition ? C'est sans doute un challenge. Et pour y arriver, nous avons intérêt à être sacrément performants. Les auteurs aujourd'hui sont sollicités de toutes parts. On se trouve dans un moment où il y a des phénomènes de concentration, de best-sellerisation qui sont importants. Donc les auteurs qui vendent sont extrêmement convoités et de façon complètement légitime, très en demande et très exigeants dans ce qu'ils attendent des résultats que nous leur apportons. C'est pas seulement du résultat, c'est de la transparence, c'est de la communication, c'est de la valorisation de ce qu'ils font. Et je pense que ça, c'est quelque chose où alors on a été très sensibilisés à cet effort à faire. Je pense qu'on a beaucoup progressé à ce niveau-là, mais je pense qu'il reste du chemin à parcourir face à une concurrence des agents qui arrivent quand même. Alors, on peut devenir agent aussi, hein, enfin, pourquoi pas. Mais en ce qui me concerne, je trouve quand même particulièrement gratifiant le travail dans une maison, d'être à l'intérieur de la chaîne du livre, de pouvoir échanger avec les collègues qui ont suivi le texte depuis le départ, de communiquer avec les attachés de presse, de voir comment, aux différents endroits, quelles sont les réactions par rapport à un texte et de mettre dans un pot commun, enfin en tout cas de discuter des expériences que nous avons. Je pense que c'est enrichissant. Et moi, je crois beaucoup aux synergies. Donc, mais voilà, il faut rester vigilant. Il faut à la fois mettre l'auteur au centre de notre activité, le valoriser, le défendre un maximum, et après être très ouvert sur l'extérieur, suivre ce qui se passe, suivre les évolutions et être performant. Je pense que c'est c'est le seul, malheureusement, heureusement, c'est le challenge et il n'est pas toujours facile, mais il est excitant aussi. Judith, sur les perspectives de changement, enfin les perspectives et sur le conseil que vous donneriez à un jeune qui voudrait se lancer dans ce métier. Pour qui veut travailler dans les sessions de droit, il faut, je crois, être très déterminé. Il y a peu de postes, donc les places sont chères, donc il faut le vouloir, mais je crois que quand on le veut vraiment, on y arrive. Faire des stages, avoir une expérience internationale, c'est bien aussi. Travailler chez un agent, pourquoi pas, ça enrichit une expérience et les perspectives de ce métier, nous, comme le disait Heidi, c'est une exception française, les services de cession de droit à l'intérieur des maisons d'édition. Pour l'instant, c'est assez solidement ancré. On est mordu au talon par les agents qui se développent. Il nous reste à être performante. Ok. Une toute petite chose en plus, je pense qu'il est utile de se questionner sur les raisons pour lesquelles on a envie de travailler dans l'édition. Je dis ça pour vous mettre à l'abri de déceptions que vous pourriez ressentir par la suite. Je pense que j'adore lire n'est pas un argument suffisant. Quand on aime la lecture, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de garder ça comme loisir et de garder cette passion un peu pure, peut-être, mais voilà. Je veux fréquenter des écrivains. Ça n'est pas suffisant comme motivation non plus, parce que les écrivains sont formidables, leurs livres sont extraordinaires souvent, mais ils sont aussi très demandeurs et nous sommes à leur service et ça peut s'avérer dans certains cas usant. Donc je crois qu'il faut vraiment savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire là, quelle peut être ma contribution au-delà de j'aime lire et j'aime fréquenter les auteurs. C'est voilà, j'aime vendre, j'aime que la culture voyage, j'aime devenir je sais pas, un élément dans un rouage et faire en sorte à ce que ça tourne encore mieux. Je pense que ça préserve mieux de grosses déceptions par la suite que la pure passion pour la littérature qu'il faut aussi, mais qui n'est pas suffisante. Alors, il nous reste 2 minutes pour une question. Une question. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vais arriver vers vous.
Bonjour, merci pour cette présentation que j'ai trouvée personnellement très enrichissante. Donc voilà, merci, un grand merci pour ça. J'avais une question, à quel point l'auteur est-il informé, je dirais, de ce qui se passe en coulisses dans le cadre de négociations avec un éditeur étranger, par exemple? Je commence et je laisserai Heidi prendre la suite. Eh bien, ma réponse, c'est ça dépend des auteurs et ça dépend des œuvres. Moi, j'ai comme politique de parler le moins possible aux auteurs pour éviter les déceptions, c'est-à-dire de ne communiquer avec les auteurs qu'à partir du moment où on a signé un contrat, plutôt que de dire on a eu plein d'intérêt sur le livre et puis qu'au final il ne se passe rien et que l'auteur soit déçu. Donc éviter les déceptions des auteurs. Après, il y a des auteurs très demandeurs de transparence et qui veulent savoir à qui on a envoyé son livre, à qui on a fait la promotion de son livre. Donc avec ces auteurs-là, on s'adapte et on rend beaucoup plus de compte. Intéressant. C'est pas tout à fait pareil chez moi. Alors, ça diffère d'un auteur à un autre. J'ai envie de dire, il y a aussi la culture de l'entreprise qui est différente. Mais pas seulement. À la base, je voudrais revenir vers le droit d'auteur, quand même. Dans le droit d'auteur, vous avez peut-être entendu parler qu'il y a 2 dimensions. Il y a le droit patrimonial, qui est le droit à la rémunération. Il y a le droit moral. Le droit moral, c'est le respect de l'œuvre, mais c'est aussi d'impliquer l'auteur dans un certain nombre de choix. Alors, je travaille dans une maison qui s'appelle Grasset et qui est vraiment, je pense, l'incarnation de ce qu'on appelle la maison d'auteur. Et donc, moi, l'auteur est partout. Et je ne prends, pour ainsi dire, aucune décision définitive sans l'impliquer. Quand je négocie une ou des offres, parfois il arrive qu'on a plusieurs offres sur un même territoire, je vais soumettre les différentes offres à l'auteur, dans beaucoup de cas. Parfois, je peux soumettre que la meilleure, mais je ne signe pas de contrat sans avoir obtenu préalablement son accord. Pour les droits cinéma, c'est encore plus fort, parce que l'auteur, le contrat sera signé en présence de l'auteur. On sort des droits papier, on rentre dans le cadre d'une adaptation. Et donc là, le droit moral, c'est vraiment une question qui se pose de façon extrêmement précise parce que l'œuvre sera forcément trahie. Donc j'implique, pour les droits audiovisuels, l'auteur depuis le début. C'est-à-dire quand j'ai un producteur qui s'intéresse à une œuvre, je vais organiser une rencontre entre le producteur, l'auteur et moi-même. Parfois, il y a déjà un réalisateur ou un scénariste qui peut être rattaché au projet depuis le début. Et ben, on se rencontre et j'essaye de faire en sorte à ce que le producteur ou le réalisateur dise à l'auteur ce qu'il a aimé. S'il a déjà des premiers axes artistiques, alors évidemment, c'est très prématuré. Parfois, c'est un peu des promesses, mais enfin, il est intéressant quand même pour l'auteur d'entendre où est le désir, qu'est-ce qui a été aimé et dans quelle direction le producteur a envie de s'orienter. Il y a toujours une autre question, elle est systématique dans les rendez-vous audiovisuels que je pose. Il y a des auteurs qui souhaitent être impliqués dans l'écriture du scénario et il y a des auteurs qui ne le souhaitent pas. Il y a des producteurs qui peuvent être radicalement opposés à l'auteur, par rapport à l'idée que l'auteur puisse être consultant sur un scénario. Il peut y avoir des producteurs qui le souhaitent. Mais ce sont des questions qu'il faut aborder en amont et qu'il faut poser de façon très claire sur la table et que tout le monde entende les positions de tout le monde. Parce que sinon, on va, potentiellement en tout cas, vers de très grosses déceptions par la suite. Et les auteurs sont très différents dans leur désir de participer ou pas à un projet audiovisuel. Donc je pense que, pour ma part, je pense que beaucoup de transparence au départ est utile et évite parfois des conflits, parfois des déceptions par la suite. Eh bien, écoutez, nous sommes arrivés au bout de cette rencontre. Peut-être que nos invités auront un petit peu de temps à vous consacrer si vous avez des questions plus individuelles à poser. Je vous remercie à tous d'être venus très nombreux pour assister à ce forum des métiers. Et puis, je voulais remercier nos invités. Je pense qu'on peut les applaudir.
et à très bientôt pour d'autres rencontres.